La reine Margot, tome 2, chapitre 1. Fraternité. En sauvant la vie de Charles, Henri avait fait plus que sauver la vie d'un homme. Il avait empêché 3 royaumes de changer de souverain. En effet, Charles IX tué, le duc d'Anjou devenait roi de France, et le duc d'Alençon, selon toute probabilité, devenait roi de Pologne. Quant à la Navarre, comme monsieur le duc d'Anjou était l'amant de madame de Condé, sa couronne eût probablement payé au mari la complaisance de sa femme. Or, dans tout ce grand bouleversement, il n'arrivait rien de bon pour Henri. Il changeait de maître, voilà tout. Et au lieu de Charles IX, qui le tolérait, il voyait monter au trône de France le duc d'Anjou, qui, n'ayant avec sa mère Catherine qu'un cœur et qu'une tête, avait juré sa mort et ne manquerait pas de tenir son serment. Toutes ces idées s'étaient présentées à la fois à son esprit quand le sanglier s'était élancé sur Charles IX, et nous avons vu ce qui était résulté de cette réflexion rapide comme l'éclair, qu'à la vie de Charles IX était attachée sa propre vie. Charles IX avait été sauvé par un dévouement dont il était impossible au roi de comprendre le motif. Mais Marguerite avait tout compris, et elle avait admiré ce courage étrange de Henri qui, pareil à l'éclair, ne brillait que dans l'orage. Malheureusement, ce n'était pas le tout que d'avoir échappé au règne du duc d'Anjou. Il fallait se faire roi soi-même. Il fallait disputer la Navarre au duc d'Alençon et au prince de Condé. Il fallait surtout quitter cette cour où l'on ne marchait qu'entre 2 précipices, et la quitter protégée par un fils de France. Henri, tout en revenant de Bondy, réfléchit profondément à la situation. En arrivant au Louvre, son plan était fait. Sans se débotter, tel qu'il était, tout poudreux et tout sanglant encore, il se rendit chez le duc d'Alençon, qu'il trouva fort agité en se promenant à grands pas dans sa chambre. En l'apercevant, le prince fit un mouvement. « Oui, lui dit Henri, en lui prenant les 2 mains. « Oui, je comprends, mon bon frère. Vous m'en voulez de ce que le premier j'ai fait remarquer au roi que votre balle avait frappé la jambe de son cheval, au lieu d'aller frapper le sanglier comme c'était votre intention. Mais que voulez-vous ? Je n'ai pu retenir une exclamation de surprise. D'ailleurs, le roi s'en fut toujours aperçu, n'est-ce pas ? Sans doute, murmura d'Alençon. Mais je ne puis cependant attribuer qu'à mauvaise intention cette espèce de dénonciation que vous avez faite, et qui, vous l'avez vu, n'a pas eu un résultat moindre que de faire suspecter à mon frère Charles mes intentions, et de jeter un nuage entre nous. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Et quant à la bonne ou à la mauvaise intention que j'ai à votre égard, je viens exprès auprès de vous pour vous en faire juge. Bien, dit d'Alençon avec sa réserve ordinaire. Parlez, Henri, je vous écoute. Quand j'aurai parlé, François, vous verrez bien quelles sont mes intentions, car la confidence que je viens vous faire exclut toute réserve et toute prudence. Et quand je vous l'aurai faite, d'un seul mot, vous pourrez me perdre. Qu'est-ce donc ? Dit François, qui commençait à se troubler. Et cependant, continua Henri, j'ai hésité longtemps à vous parler de la chose qui m'amène, surtout après la façon dont vous avez fait la sourde oreille aujourd'hui. En vérité, dit François en pâlissant, je ne sais pas ce que vous voulez dire, Henri. Mon frère, vos intérêts me sont trop chers pour que je ne vous avertisse pas que les Huguenots ont fait faire auprès de moi des démarches. Des démarches ? Demanda d'Alençon. Et quelles démarches ? L'un d'eux, monsieur Demouy, de Saint-Phal. Le fils du brave Demouy assassiné par Maurevel, vous savez. Oui. Eh bien, il est venu me trouver au risque de sa vie pour me démontrer que j'étais en captivité. Ah, vraiment ? Et que lui avez-vous répondu ? Mon frère, vous savez que j'aime tendrement Charles, qui m'a sauvé la vie, et que la reine-mère a pour moi remplacé ma mère. J'ai donc refusé toutes les offres qu'il venait me faire.
Et quelles étaient ses offres ? Les Huguenots veulent reconstituer le trône de Navarre. Et comme en réalité ce trône m'appartient par héritage, ils me l'offraient. Oui, et M. de Mouy, au lieu de l'adhésion qu'il venait solliciter, a reçu votre désistement. Formel, par écrit même. Mais depuis, continua Henri. Vous vous êtes repenti, mon frère, interrompit d'Alençon. Non, j'ai cru m'apercevoir seulement que M. de Mouy, mécontent de moi, reportait ailleurs ses visées. Et où cela ? Demanda vivement François. Je n'en sais rien. Près du prince de Condé, peut-être. Oui, c'est probable, dit le duc. D'ailleurs, reprit Henri, j'ai moyen de connaître, d'une manière infaillible, le chef qu'il s'est choisi. François devint livide. Mais, continua Henri, les Huguenots sont divisés entre eux, et de Mouy, tout brave et tout loyal qu'il est, ne représente qu'une moitié du parti. Or, cette autre moitié, qui n'est point à dédaigner, n'a pas perdu l'espoir de porter au trône ce Henri de Navarre, qui, après avoir hésité dans le premier moment, peut avoir réfléchi depuis. Vous croyez ? Oh, tous les jours, j'en reçois des témoignages. Cette troupe qui nous a rejoints à la chasse, avez-vous remarqué de quels hommes elle se composait ? Oui, de gentilshommes convertis. Le chef de cette troupe, qui m'a fait un signe, l'avez-vous reconnu ? Oui, c'est le vicomte de Turenne. Ce qu'il me voulait, l'avez-vous compris ? Oui, il vous proposait de fuir. Alors, dit Henri à François inquiet, il est donc évident qu'il y a un second parti qui veut autre chose que ce que veut M. de Mouy. Un second parti ? Oui, et fort puissant, vous dis-je, de sorte que, pour réussir, il faudrait réunir les deux partis, Turenne et de Mouy. La conspiration marche, les troupes sont désignées, on n'attend qu'un signal. Or, dans cette situation suprême, qui demande de ma part une prompte solution, j'ai débattu 2 résolutions, entre lesquelles je flotte. Ces 2 résolutions, je viens vous les soumettre comme à un ami. Dites mieux, comme à un frère. Oui, comme à un frère, reprit Henri. Parlez donc, je vous écoute. Et d'abord, je dois vous exposer l'état de mon âme, mon cher François. Nul désir, nulle ambition, nulle capacité. Je suis un bon gentilhomme de campagne, pauvre, sensuel et timide. Le métier de conspirateur me présente des disgrâces mal compensées par la perspective même certaine d'une couronne. Ah, mon frère, dit François, vous vous faites tort, et c'est une situation triste que celle d'un prince dont la fortune est limitée par une borne dans le champ paternel ou par un homme dans la carrière des honneurs. Je ne crois donc pas à ce que vous me dites. Ce que je vous dis est si vrai, cependant, mon frère, reprit Henri, que si je croyais avoir un ami réel, je me démettrais en sa faveur de la puissance que veut me conférer le parti qui s'occupe de moi. Mais, ajouta-t-il avec un soupir, je n'en ai point. Peut-être. Vous vous trompez, sans doute. Non, ventre saint gris, dit Henri. Excepté vous, mon frère, je ne vois personne qui me soit attaché. Aussi, plutôt que de laisser avorter en des déchirements affreux une tentative qui produirait à la lumière quelque homme indigne, je préfère en vérité avertir le roi mon frère de ce qui se passe. Je ne nommerai personne, je ne citerai ni pays ni date, mais je préviendrai la catastrophe. Grand Dieu, s'écria d'Alençon, ne pouvant réprimer sa terreur. Que dites-vous là? Quoi? Vous, la seule espérance du parti depuis la mort de l'amiral, vous, un huguenot converti, mal converti, on le croyait du moins, vous lèveriez le couteau sur vos frères? Henri, en faisant cela, savez-vous que vous livrez à une seconde Saint-Barthélemy tous les calvinistes du royaume? Savez-vous que Catherine n'attend qu'une occasion pareille pour exterminer tout ce qui a survécu?
Et le duc, tremblant, le visage marbré de plaques rouges et livides, pressait la main de Henri pour le supplier de renoncer à cette solution qui le perdait. « Comment » dit Henri avec une expression de parfaite bonhomie. « Vous croyez, François, qu'il arriverait tant de malheurs ?» Avec la parole du roi, cependant, il me semble que je garantirais les imprudents. La parole du roi Charles IX, Henri. Et l'amiral ne l'avait-il pas? Téligny ne l'avait-il pas? Ne l'aviez-vous pas vous-même? Oh, Henri, c'est moi qui vous le dis. Si vous faites cela, vous les perdez tous. Non seulement eux, mais encore tout ce qui a eu des relations directes ou indirectes avec eux. Henri parut réfléchir un moment. Si j'eusse été un prince important à la cour, dit-il, j'eusse agi autrement. À votre place, par exemple. À votre place, à vous, François, fils de France, héritier probable de la couronne. François secoua ironiquement la tête. À ma place, dit-il, que feriez-vous? À votre place, mon frère, répondit Henri, je me mettrais à la tête du mouvement pour le diriger. Mon nom et mon crédit répondraient à ma conscience de la vie des séditieux, et je tirerais utilité pour moi d'abord et pour le roi ensuite, peut-être, d'une entreprise qui, sans cela, peut faire le plus grand mal à la France. D'Alençon écouta ces paroles avec une joie qui dilata tous les muscles de son visage. « Croyez-vous, dit-il, que ce moyen soit praticable et qu'il nous épargne tous ces désastres que vous prévoyez ? » « Je le crois, dit Henri. Les Huguenots vous aiment. Votre extérieur modeste, votre situation élevée et intéressante à la fois, la bienveillance, enfin, que vous avez toujours témoignée à ceux de la religion, les porte à vous servir. Mais, dit d'Alençon, il y a le schisme dans le parti. Ceux qui sont pour vous seront-ils pour moi? Je me charge de vous les concilier par 2 raisons. Lesquelles? D'abord, par la confiance que les chefs ont en moi. Ensuite, par la crainte où il serait que votre Altesse, connaissant leurs noms... Mais ces noms, qui me les révélera? Moi, ventre saint gris? Vous feriez cela? Écoutez, François, je vous l'ai dit, continua Henri, je n'aime que vous à la cour. Cela vient sans doute de ce que vous êtes persécuté comme moi, et puis ma femme aussi vous aime d'une affection qui n'a pas d'égal. François rougit de plaisir. Croyez-moi, mon frère, continua Henri, prenez cette affaire en main, régnez en Navarre, et pourvu que vous me conserviez une place à votre table et une belle forêt pour chasser, je m'estimerai heureux. Régner en Navarre, dit le duc. Mais si le duc d'Anjou est nommé roi de Pologne, n'est-ce pas? J'achève votre pensée. François regarda Henri avec une certaine terreur. Eh bien, écoutez, François, continua Henri, puisque rien ne vous échappe, c'est justement dans cette hypothèse que je raisonne. Si le duc d'Anjou est nommé roi de Pologne, et que notre frère Charles, que Dieu conserve, vienne à mourir, il n'y a que 200 lieues de Pau à Paris, tandis qu'il y en a 400 de Paris à Cracovie. Vous serez donc ici pour recueillir l'héritage juste au moment où le roi de Pologne apprendra qu'il est vacant. Alors, si vous êtes content de moi, François, vous me donnerez ce royaume de Navarre, qui ne sera plus qu'un des fleurons de votre couronne. De cette façon, j'accepte. Le pis qui puisse vous arriver, c'est de rester roi là-bas et de faire souche de roi en vivant en famille avec moi et ma famille, tandis qu'ici, qu'êtes-vous? Un pauvre prince persécuté, un pauvre 3e fils de roi, esclave de 2 aînés et qu'un caprice peut envoyer à la Bastille. Oui, oui, dit François, je sens bien cela, si bien que je ne comprends pas que vous renonciez à ce plan que vous me proposez. Rien ne bat donc, là? Et le duc d'Alençon posa la main sur le cœur de son frère. Il y a, dit Henri en souriant, des fardeaux trop lourds pour certaines mains. Je n'essayerai pas de soulever celui-là. La crainte de la fatigue me fait passer l'envie de la possession.
Ainsi, Henri, véritablement, vous renoncez ? Je l'ai dit à demi, et je vous le répète. Mais en pareille circonstance, cher frère, dit d'Alençon, on ne dit pas, on prouve. Henri respira comme un lutteur qui sent plier les reins de son adversaire. Je le prouverai, dit-il, ce soir. À 9 heures, la liste des chefs et le plan de l'entreprise seront chez vous. J'ai même déjà remis mon acte de renonciation à Demouy. François prit la main de Henri et la serra avec effusion entre les siennes. Au même instant, Catherine entra chez le duc d'Alençon, et cela, selon son habitude, sans se faire annoncer. « Ensemble, dit-elle en souriant, de bons frères, en vérité. »« Je l'espère, madame, dit Henri, avec le plus grand sang-froid, tandis que le duc d'Alençon pâlissait d'angoisse. Puis il fit quelques pas en arrière pour laisser Catherine libre de parler à son fils. La reine-mère, alors, tira de son aumônière un joyau magnifique. « Cette agrafe vient de Florence, dit-elle. Je vous la donne pour mettre au ceinturon de votre épée. » Puis, tout bas, « Si, continua-t-elle, vous entendez ce soir du bruit chez votre bon frère Henri, ne bougez pas. » François serra la main de sa mère et dit « Me permettez-vous de lui montrer le beau présent que vous venez de me faire ?»« Faites mieux, donnez-le lui en votre nom et au mien, car j'en avais ordonné une seconde à mon intention. »« Vous entendez, Henri, dit François, ma bonne mère m'apporte ce bijou, et en double la valeur en permettant que je vous le donne. » Henri s'extasia sur la beauté de l'agrafe et se confondit en remerciements. Quand ses transports se furent calmés, « Mon fils, dit Catherine, je me sens un peu indisposée, et je vais me mettre au lit. Votre frère Charles est bien fatigué de sa chute et va en faire autant. On ne soupera donc pas en famille ce soir, et nous serons servis chacun chez nous. Ah, Henri, j'oubliais de vous faire mon compliment sur votre courage et votre adresse. Vous avez sauvé votre roi et votre frère. Vous en serez récompensé. »« Je le suis déjà, madame, » répondit Henri en s'inclinant. « Par le sentiment que vous avez fait votre devoir, » reprit Catherine. « Ce n'est pas assez. Et croyez que nous songeons, Charles et moi, à faire quelque chose qui nous acquitte envers vous. Tout ce qui viendra de vous et de mon bon frère sera bienvenu, madame. » Puis il s'inclina et sortit. « Ah, mon frère François, pensa Henri en sortant, je suis sûr maintenant de ne pas partir seul, et la conspiration, qui avait un corps, vient de trouver une tête et un cœur. Seulement prenons garde à nous. Catherine me fait un cadeau, Catherine me promet une récompense. Il y a quelque diablerie là-dessous. Je veux conférer ce soir avec Marguerite. » Chapitre 2. La reconnaissance du roi Charles IX. Maurevel était resté une partie de la journée dans le cabinet des armes du roi. Mais quand Catherine avait vu approcher le moment du retour de la chasse, elle l'avait fait passer dans son oratoire avec les sbires qu'il était venu rejoindre. Charles IX, averti à son arrivée par sa nourrice qu'un homme avait passé une partie de la journée dans son cabinet, s'était d'abord mis dans une grande colère qu'on se fût permis d'introduire un étranger chez lui. Mais se l'étant fait dépeindre, et sa nourrice lui ayant dit que c'était le même homme qu'elle avait été elle-même chargée de lui amener un soir, le roi avait reconnu Maurevel, et se rappelant l'ordre arraché le matin par sa mère, il avait tout compris. « Oh oh » murmura Charles, « dans la même journée où il m'a sauvé la vie. Le moment est mal choisi. » En conséquence, il fit quelques pas pour descendre chez sa mère, mais une pensée le retint. « Mordieu, dit-il, si je lui parle de cela, ce sera une discussion à n'en pas finir. Mieux vaut que nous agissions chacun de notre côté. »« Nourrice, dit-il, ferme bien toutes les portes et préviens la reine Élisabeth qu'un peu souffrant de la chute que j'ai faite, je dormirai seule cette nuit. » La nourrice obéit, et, comme l'heure d'exécuter son projet n'était pas arrivée, Charles se mit à faire des vers.
C'était l'occupation pendant laquelle le temps passait le plus vite pour le roi. Aussi 9 heures sonnèrent-elles que Charles croyait encore qu'il en était à peine 7. Il compta l'un après l'autre les battements de la cloche, et au dernier, il se leva. « Nom d'un diable, dit-il, il est temps tout juste. » Et prenant son manteau et son chapeau, il sortit par une porte secrète qu'il avait fait percer dans la boiserie, et dont Catherine elle-même ignorait l'existence. Charles alla droit à l'appartement de Henri. Henri n'avait fait que rentrer chez lui pour changer de costume en quittant le duc d'Alençon, et il était sorti aussitôt. « Il sera allé souper chez Margot, » se dit le roi. « Il était au mieux aujourd'hui avec elle, à ce qu'il m'a semblé du moins. » Et il s'achemina vers l'appartement de Marguerite. Marguerite avait ramené chez elle la duchesse de Nevers, Coconas et La Mole, et faisait avec eux une collation de confitures et de pâtisseries. Charles heurta à la porte d'entrée. Gillonne alla ouvrir. Mais à l'aspect du roi, elle fut si épouvantée qu'elle trouva à peine la force de faire la révérence, et qu'au lieu de courir pour prévenir sa maîtresse de l'auguste visite qui lui arrivait, elle laissa passer Charles sans donner d'autre signal que le cri qu'elle avait poussé. Le roi traversa l'antichambre et, guidé par les éclats de rire, il s'avança vers la salle à manger. « Pauvre Henriot, dit-il, il se réjouit sans penser à mal. »« C'est moi, dit-il, en soulevant la tapisserie et en montrant un visage riant. Marguerite poussa un cri terrible. Tout riant qu'il était, ce visage avait produit sur elle l'effet de la tête de Méduse. Placée en face de la portière, elle venait de reconnaître Charles. Les deux hommes tournaient le dos au roi. « Majesté !» s'écria-t-elle avec effroi, et elle se leva. Coconas, quand les 3 autres convives sentaient en quelque sorte leur tête vaciller sur leurs épaules, fut le seul qui ne perdit pas la sienne. Il se leva aussi, mais avec une si habile maladresse qu'en se levant, il renversa la table, et qu'avec elle, il culbuta cristaux, vaisselle et bougies. En un instant, il y eut obscurité complète et silence de mort. « Gagne au pied !» dit Coconas à La Mole. « Hardi, hardi !» La Mole ne se le fit pas dire 2 fois. Il se jeta contre le mur, s'orienta des mains, cherchant la chambre à coucher pour se coucher dans le cabinet qu'il connaissait si bien. Mais en mettant le pied dans la chambre à coucher, il se heurta contre un homme qui venait d'entrer par le passage secret. « Que signifie donc tout cela ?» dit Charles, dans les ténèbres, avec une voix qui commençait à prendre un formidable accent d'impatience. « Suis-je donc un trouble fait que l'on fasse à ma vue un pareil remue-ménage ? Voyons, Henriot, où es-tu ? Réponds-moi. »« Nous sommes sauvés, » murmura Marguerite en saisissant une main qu'elle prit pour celle de La Mole. « Le roi croit que mon mari est un de nos convives. »« Et je lui laisserai croire, madame. Soyez tranquille, » dit Henri, répondant à la reine sur le même ton. « Grand Dieu !» s'écria Marguerite en lâchant vivement la main qu'elle tenait et qui était celle du roi de Navarre. « Silence !» dit Henri. « 1000 noms du diable ! Qu'avez-vous donc à chuchoter ainsi ?» s'écria Charles. « Henri, répondez-moi, où êtes-vous ?»« Me voici, sire, » dit la voix du roi de Navarre. « Diable !» dit Coconas, qui tenait la duchesse de Nevers dans un coin. « Voilà qui se complique. »« Alors, nous sommes 2 fois perdus » dit Henriette. Coconas, brave jusqu'à l'imprudence, avait réfléchi qu'il fallait toujours finir par rallumer les bougies, et pensant que le plus tôt serait le mieux, il quitta la main de madame de Nevers, ramassa au milieu des débris un chandelier, s'approcha du chauffe-doux et souffla sur un charbon qui enflamma aussitôt la mèche d'une bougie. La chambre s'éclaira. Charles IX jeta autour de lui un regard interrogateur. Henri était près de sa femme. La duchesse de Nevers était seule dans un coin, et Coconas, debout au milieu de la chambre, un chandelier à la main, éclairait toute la scène. « Excusez-nous, mon frère, » dit Marguerite, « nous ne vous attendions pas. »« Aussi, votre majesté, comme elle peut le voir, nous a fait une peur étrange, » dit Henriette.
Pour ma part, dit Henri, qui devina tout, je crois que la peur a été si réelle qu'en me levant, j'ai renversé la table. Coconas jeta au roi de Navarre un regard qui voulait dire « À la bonne heure, voilà un mari qui entend à demi-mot. » « Quel affreux remue-ménage !» répéta Charles IX. « Voilà ton souper renversé, Henriot. Viens avec moi, tu l'achèveras ailleurs. Je te débauche pour ce soir. »« Comment, sire ?» dit Henri. « Votre Majesté me ferait l'honneur ?»« Oui, ma Majesté te fait l'honneur de t'emmener hors du Louvre. Prête-le-moi, Margot, je te le ramènerai demain matin. »« Ah, mon frère, dit Marguerite, vous n'avez pas besoin de ma permission pour cela, et vous êtes bien le maître. »« Sire, dit Henri, je vais prendre chez moi un autre manteau, et je reviens à l'instant même. »« Tu n'en as pas besoin, Henriot, celui que tu as là est bon. »« Mais, sire, essaya le Béarnais, je te dis de ne pas retourner chez toi, 1000 noms d'un diable. N'entends-tu pas ce que je te dis ? Allons, viens donc. »« Oui, oui, allez, dit tout à coup Marguerite en serrant le bras de son mari, car un singulier regard de Charles venait de lui apprendre qu'il se passait quelque chose d'étrange. « Me voilà, sire, dit Henri. » Mais Charles ramena son regard sur Coconas, qui continuait son office d'éclaireur en rallumant les autres bougies. « Quel est ce gentilhomme ? demanda-t-il à Henri en toisant le piémontais. « Ne serait-ce point, par hasard, monsieur de la Mole ?» « Qui lui a donc parlé de la Mole ?» se demanda tout bas Marguerite. « Non, sire, répondit Henri. Monsieur de la Mole n'est point ici, et je le regrette, car j'aurais eu l'honneur de le présenter à votre Majesté, en même temps que monsieur de Coconas, son ami. Ce sont deux inséparables, et tous deux appartiennent à monsieur d'Alençon. »« Ah ? Ah, notre grand tireur, dit Charles. Bon. » Puis, en fronçant le sourcil, « Ce monsieur de la Mole, ajouta-t-il, n'est-il pas huguenot ? » ?»« Converti, sire, dit Henri, et je réponds de lui comme de moi. »« Quand vous répondrez de quelqu'un, Henriot, après ce que vous avez fait aujourd'hui, je n'ai plus le droit de douter de lui, mais n'importe. J'aurais voulu le voir, ce monsieur de la Mole. Ce sera pour plus tard. » En faisant de ses gros yeux une dernière perquisition dans la chambre, Charles embrassa Marguerite et emmena le roi de Navarre en le tenant par-dessous le bras. À la porte du Louvre, Henri voulut s'arrêter pour parler à quelqu'un. « Allons, allons, sors vite, Henriot, lui dit Charles. Quand je te dis que l'air du Louvre n'est pas bon pour toi ce soir, que diable ? Crois-moi donc. »« Ventre saint gris, murmura Henri. Et demouille, que va-t-il devenir tout seul dans ma chambre ? Pourvu que cet air qui n'est pas bon pour moi ne soit pas plus mauvais encore pour lui. »« Ah ça !» dit le roi lorsqu'Henri et lui eurent traversé le pont-levis. « Cela t'arrange donc, Henriot, que les gens de monsieur d'Alençon fassent la cour à ta femme ? » ?»« Comment cela, sire ? » ?»« Oui, ce monsieur de Coconas ne fait-il pas les 12 yeux à Margot ? » ?»« Qui vous a dit cela ? » ?»« Dame, reprit le roi, on me l'a dit. »« Raillerie pure, sire. Monsieur de Coconas fait les 12 yeux à quelqu'un, c'est vrai, mais c'est à madame de Nevers. »« Ah, bah, je puis répondre à votre majesté de ce que je lui dis là. » Charles se prit à rire aux éclats. « Eh bien, dit-il, que le duc de Guise vienne encore me faire des propos, et j'allongerai agréablement sa moustache en lui contant les exploits de sa belle-sœur. »« Après cela, dit le roi en se ravisant, je ne sais plus si c'est de monsieur de Coconas ou de monsieur de la Mole qu'il m'a parlé. »« Pas plus l'un que l'autre, sire, dit Henri, et je vous réponds des sentiments de ma femme. »« Bon, Henriot, bon, dit le roi, j'aime mieux te voir ainsi qu'autrement. Et, sur mon honneur, tu es si brave garçon que je crois que je finirai par ne plus pouvoir me passer de toi. » En disant ces mots, le roi se mit à siffler d'une façon particulière, et 4 gentilshommes qui attendaient au bout de la rue de Beauvais le vinrent rejoindre, et tous ensemble s'enfoncèrent dans l'intérieur de la ville. 10 heures sonnaient. « Eh bien, dit Marguerite, quand le roi et Henri furent partis, nous remettons-nous à table ?
Non, ma foi, dit la duchesse, j'ai eu trop peur. Vive la petite maison de la rue Cloche-Percée. On n'y peut pas entrer sans en faire le siège, et nos braves ont le droit d'y jouer des épées. Mais que cherchez-vous sous les meubles et dans les armoires, monsieur de Coconas? Je cherche mon ami la Mole, dit le Piémontais. Cherchez du côté de ma chambre, monsieur, dit Marguerite. Il y a là un certain cabinet. Bon, dit Coconas, j'y suis, et il entra dans la chambre. Eh bien, dit une voix dans les ténèbres, où en sommes-nous? Hé, mordi, nous en sommes au dessert. Et le roi de Navarre? Il n'a rien vu. C'est un mari parfait, et j'en souhaite un pareil à ma femme. Cependant, je crains bien qu'elle ne l'ait jamais qu'en seconde noces. Et le roi Charles? Ah, le roi, c'est différent. Il a emmené le mari. En vérité, c'est comme je te le dis. De plus, il m'a fait l'honneur de me regarder de côté quand il a su que j'étais à monsieur d'Alençon, et de travers quand il a su que j'étais ton ami. Tu crois donc qu'on lui aura parlé de moi? J'ai peur, au contraire, qu'on ne lui en ait dit trop de bien. Mais ce n'est point de tout cela qu'il s'agit. Je crois que ces dames ont un pèlerinage à faire du côté de la rue du roi de Sicile, et que nous conduisons les pèlerines. Mais impossible, tu le sais bien. Comment impossible? Eh oui, nous sommes de service chez son Altesse royale. Mordi, c'est ma foi vrai. J'oublie toujours que nous sommes en grade, et que de gentilshommes que nous étions, nous avons eu l'honneur de passer valet. Et les deux amis allèrent exposer à la reine et à la duchesse la nécessité où ils étaient d'assister au moins au coucher de monsieur le duc. « C'est bien, dit madame de Nevers, nous partons de notre côté. »« Et peut-on savoir où vous allez ?» demanda Coconas. « Oh, vous êtes trop curieux, dit la duchesse. « Quaer et in venis. » Les deux jeunes gens saluèrent et montèrent en toute hâte chez monsieur d'Alençon. Le duc semblait les attendre dans son cabinet. « Ah ah, dit-il, vous voilà bien tard, messieurs. »« 10 heures à peine, monseigneur, dit Coconas. Le duc tira sa montre. « C'est vrai, dit-il. Tout le monde est couché au Louvre, cependant. »« Oui, monseigneur, mais nous voici à vos ordres. Faut-il introduire dans la chambre de votre Altesse les gentilshommes du petit coucher? Au contraire. Passez dans la petite salle et congédiez tout le monde. » Les deux jeunes gens obéirent, exécutèrent l'ordre donné, qui n'étonna personne à cause du caractère bien connu du duc, et revinrent près de lui. « Monseigneur, dit Coconas, votre Altesse va sans doute se mettre au lit ou travailler. »« Non, messieurs, vous avez congé jusqu'à demain. »« Allons, allons, dit tout bas Coconas à l'oreille de la Mole. La cour découche ce soir, à ce qu'il paraît. La nuit sera friande en diable. Prenons notre part de la nuit. » Et les deux jeunes gens montèrent les escaliers 4 à 4, prirent leurs manteaux et leurs épées de nuit et s'élancèrent hors du Louvre à la poursuite des deux dames qu'ils rejoignirent au coin de la rue du Coq-Saint-Honoré. Pendant ce temps, le duc d'Alençon, l'œil ouvert, l'oreille au guet, attendait, enfermé dans sa chambre, les événements imprévus qu'on lui avait promis. Chapitre 3. Dieu dispose. Comme l'avait dit le duc aux jeunes gens, le plus profond silence régnait au Louvre. En effet, Marguerite et madame de Nevers étaient parties pour la rue Tison. Coconas et la Mole s'étaient mises à leur poursuite. Le roi et Henri battaient la ville. Le duc d'Alençon se tenait chez lui dans l'attente vague et anxieuse des événements que lui avait prédits la reine-mère. Enfin, Catherine s'était mise au lit et madame de Sauve, assise à son chevet, lui faisait lecture de certains contes italiens dont riait fort la bonne reine. Depuis longtemps, Catherine n'avait été de si belle humeur. Après avoir fait de bon appétit une collation avec ses femmes, après avoir réglé les comptes quotidiens de sa maison, elle avait ordonné une prière pour le succès de certaines entreprises importantes, disait-elle, pour le bonheur de ses enfants. C'était l'habitude de Catherine, habitude au reste toute florentine,
de faire dire dans certaines circonstances des prières et des messes dont Dieu et elle savaient seuls le but. Enfin, elle avait revu René, et avait choisi, dans ses odorants sachets et dans son riche assortiment, plusieurs nouveautés. « Qu'on sache, dit Catherine, si ma fille, la reine de Navarre, est chez elle, et si elle y est, qu'on la prie de venir me faire compagnie. » Le page auquel cet ordre était adressé sortit, et un instant après, il revint, accompagné de Gillonne. « Eh bien, dit la reine-mère, j'ai demandé la maîtresse, et non la suivante. »« Madame, dit Gillonne, j'ai cru devoir venir moi-même dire à votre majesté que la reine de Navarre est sortie avec son amie, la duchesse de Nevers. »« Sortie à cette heure ?» reprit Catherine en fronçant le sourcil. « Et où peut-elle être allée ?»« À une séance d'alchimie, » répondit Gillonne, « laquelle doit avoir lieu à l'hôtel de Guise, dans le pavillon habité par madame de Nevers. »« Et quand rentrera-t-elle » demanda la reine-mère. « La séance se prolongera fort avant dans la nuit, » répondit Gillonne, « de sorte qu'il est probable que sa majesté demeurera demain matin chez son amie. »« Elle est heureuse, la reine de Navarre, » murmura Catherine. « Elle a des amis et elle est reine. Elle porte une couronne, on l'appelle votre majesté, et elle n'a pas de sujet. Elle est bien heureuse. » Après cette boutade, qui fit sourire intérieurement les auditeurs, « Au reste, » murmura Catherine, « puisqu'elle est sortie. »« Car elle est sortie, dites-vous. »« Depuis une demi-heure, madame. »« Tout est pour le mieux. Allez. » Gillonne salua et sortit. « Continuez votre lecture, Charlotte, » dit la reine. Madame de Sauve continua. Au bout de 10 minutes, Catherine interrompit la lecture. « Ah, à propos, dit-elle, qu'on renvoie les gardes de la galerie. » C'était le signal qu'attendait Maurevel. On exécuta l'ordre de la reine-mère et madame de Sauve continua son histoire. Elle avait lu un quart d'heure à peu près, sans interruption aucune, lorsqu'un cri long, prolongé, terrible, parvint jusque dans la chambre royale et fit dresser les cheveux sur la tête des assistants. Un coup de pistolet le suivit immédiatement. « Qu'est-ce cela ?» dit Catherine. « Et pourquoi ne lisez-vous plus, Carlotta ?»« Madame, » dit la jeune femme pâlissante, « n'avez-vous point entendu ?»« Quoi ?» demanda Catherine. « Ce cri ?» « Et ce coup de pistolet » ajouta le capitaine des gardes. « Un cri, un coup de pistolet » ajouta Catherine. « Je n'ai rien entendu, moi. D'ailleurs, est-ce donc une chose bien extraordinaire au Louvre qu'un cri et qu'un coup de pistolet ? Lisez, lisez, Carlotta. »« Mais écoutez, madame, » dit celle-ci, tandis que M. de Nançay se tenait debout, la main à la poignée de son épée, et n'osant sortir sans le congé de la reine. « Écoutez, on n'entendait pas des imprécations. »« Faut-il que je m'informe, madame ?» dit ce dernier. « Point du tout, monsieur, restez là, » dit Catherine en se soulevant sur une main, comme pour donner plus de force à son ordre. « Qui donc me garderait en cas d'alarme ? Ce sont quelques Suisses ivres qui se battent. » Le calme de la reine, opposé à la terreur qui planait sur toute cette assemblée, formait un contraste tellement remarquable que, si timide qu'elle fût, madame de Sauve fixa un regard interrogateur sur la reine. « Mais, madame, s'écria-t-elle, on dirait que l'on tue quelqu'un. »« Et qui voulez-vous qu'on tue ?»« Mais le roi de Navarre, madame. Le bruit vient du côté de son appartement. »« La sotte !» murmura la reine, dont les lèvres, malgré sa puissance sur elle-même, commençaient à s'agiter étrangement, car elle marmottait une prière. La sotte voit son roi de Navarre partout. « Mon Dieu, dit madame de Sauve en retombant sur son fauteuil. « Et c'est fini, dit Catherine. « Capitaine, continua-t-elle en s'adressant à monsieur de Nançay, j'espère que, s'il y a du scandale dans le palais, vous ferez demain punir sévèrement les coupables. Reprenez votre lecture, Carlotta. » Et Catherine retomba elle-même sur son oreiller dans une impassibilité qui ressemblait beaucoup à de l'affaissement,
car les assistants remarquèrent que de grosses gouttes de sueur roulaient sur son visage. Madame de Sauve obéit à cet ordre formel, mais ses yeux et sa voix fonctionnaient seuls. Sa pensée errante sur d'autres objets lui représentait un danger terrible suspendu sur une tête chérie. Enfin, après quelques minutes de ce combat, elle se trouva tellement oppressée entre l'émotion et l'étiquette que sa voix cessa d'être intelligible. Le livre lui tomba des mains, elle s'évanouit. Soudain, un fracas plus violent se fit entendre. Un pas lourd et pressé ébranla le corridor. 2 coups de feu partirent, faisant vibrer les vitres. Et Catherine, étonnée de cette lutte prolongée outre mesure, se dressa à son tour, droite, pâle, les yeux dilatés. Et au moment où le capitaine des gardes allait s'élancer dehors, elle l'arrêta en disant « Que tout le monde reste ici. J'irai moi-même voir là-bas ce qui se passe. » Voilà ce qui se passait, ou plutôt ce qui s'était passé. Demouy avait reçu le matin des mains d'Orton la clé de Henri. Dans cette clé, qui était forée, il avait remarqué un papier roulé. Il avait tiré le papier avec une épingle. C'était le mot d'ordre du Louvre pour la prochaine nuit. En outre, Orton lui avait verbalement transmis les paroles de Henri qui invitait Demouy à venir trouver à 10h le roi au Louvre. À 9h30, Demouy avait revêtu une armure dont il avait plus d'une fois déjà eu l'occasion de reconnaître la solidité. Il avait boutonné dessus un pourpoint de soie, avait agrafé son épée, passé dans le ceinturon ses pistolets, recouvert le tout du fameux manteau cerise de la Mole. Nous avons vu comment, avant de rentrer chez lui, Henri avait jugé à propos de faire une visite à Marguerite, et comment il était arrivé par l'escalier secret juste à temps pour heurter la Mole dans la chambre à coucher de Marguerite, et pour prendre sa place aux yeux du roi dans la salle à manger. C'était précisément au moment même que, grâce au mot d'ordre envoyé par Henri, et surtout au fameux manteau cerise, Demouy traversait le guichet du Louvre. Le jeune homme monta droit chez le roi de Navarre, imitant de son mieux, comme d'habitude, la démarche de la Mole. Il trouva dans l'antichambre Orton qui l'attendait. « Sire Demouy, lui dit le montagnard, le roi est sorti, mais il m'a ordonné de vous introduire chez lui et de vous dire de l'attendre. S'il tarde par trop, il vous invite, vous le savez, à vous jeter sur son lit. » Demouy entra sans demander d'autre explication, car ce que venait de lui dire Orton n'était que la répétition de ce qu'il lui avait déjà dit le matin. Pour utiliser son temps, Demouy prit une plume et de l'encre, et, s'approchant d'une excellente carte de France pendue à la muraille, il se mit à compter et à régler les étapes qu'il y avait de Paris à Pau. Mais ce travail fut l'affaire d'un quart d'heure, et ce travail fini, Demouy ne sut plus à quoi s'occuper. Il fit 2 ou 3 tours de chambre, se frotta les yeux, bâilla, s'assit et se leva, se rassit encore. Enfin, profitant de l'invitation de Henri, excusé d'ailleurs par les lois de familiarité qui existaient entre les princes et leurs gentilshommes, il déposa sur la table de nuit ses pistolets et la lampe, s'étendit sur le vaste lit à tenture sombre qui garnissait le fond de la chambre, plaça son épée nue le long de sa cuisse et, sûr de n'être pas surpris puisqu'un domestique se tenait dans la pièce précédente, il se laissa aller à un sommeil pesant, dont bientôt le bruit fit retentir les vastes échos du baldaquin. Demouy ronflait en vrai soudard, et sous ce rapport aurait pu lutter avec le roi de Navarre lui-même. C'est alors que 6 hommes, l'épée à la main et le poignard à la ceinture, se glissèrent silencieusement dans le corridor qui, par une petite porte, communiquait aux appartements de Catherine et par une grande, donnait chez Henri. Un de ces 6 hommes marchait le premier. Outre son épée nue et son poignard fort comme un couteau de chasse, il portait encore ses fidèles pistolets accrochés à sa ceinture par des agrafes d'argent. Cet homme, c'était Maurevel. Arrivé à la porte de Henri, il s'arrêta. « Vous vous êtes bien assuré que les sentinelles du corridor ont disparu ?» demanda-t-il à celui qui paraissait commander la petite troupe. « Plus une seule n'est à son poste, » répondit le lieutenant. « Bien, dit Maurevel.
Maintenant, il n'y a plus qu'à s'informer d'une chose. C'est si celui que nous cherchons est chez lui. Mais, dit le lieutenant en arrêtant la main que Maurevel posait sur le marteau de la porte, mais, capitaine, cet appartement est celui du roi de Navarre. Qui vous dit le contraire? Répondit Maurevel. Les sbires se regardèrent tout surpris et le lieutenant fit un pas en arrière. Fit le lieutenant, arrêter quelqu'un à cette heure, au Louvre et dans l'appartement du roi de Navarre? Que répondriez-vous donc, dit Maurevel, si je vous disais que celui que vous allez arrêter est le roi de Navarre lui-même? Je vous dirais, capitaine, que la chose est grave et que, sans un ordre signé de la main de Charles IX... Lisez, dit Maurevel, et, tirant de son pourpoint l'ordre que lui avait remis Catherine, il le donna au lieutenant. C'est bien, répondit celui-ci après l'avoir lu. Je n'ai plus rien à vous dire. Et vous êtes prêt? Je le suis. Et vous? Continua Maurevel en s'adressant aux 5 autres sbires. Ceux-ci saluèrent avec respect. Écoutez-moi donc, messieurs, dit Maurevel. Voilà le plan. 2 de vous resteront à cette porte, 2 à la porte de la chambre à coucher, et 2 entreront avec moi. Ensuite, dit le lieutenant, écoutez bien ceci. Il nous est ordonné d'empêcher le prisonnier d'appeler, de crier, de résister. Toute infraction à cet ordre doit être punie de mort. Allons, allons, il a carte blanche, dit le lieutenant à l'homme désigné avec lui pour suivre Maurevel chez le roi. Tout à fait, dit Maurevel. Pauvre diable de roi de Navarre, dit un des hommes. Il était écrit là-haut qu'il ne devait point en réchapper. Et ici-bas, dit Maurevel, en reprenant des mains du lieutenant l'ordre de Catherine, qu'il rentra dans sa poitrine. Maurevel introduisit dans la serrure la clé que lui avait remise Catherine, et, laissant 2 hommes à la porte extérieure, comme il en était convenu, entra avec les 4 autres dans l'antichambre. « Ah ah !» dit Maurevel en entendant la bruyante respiration du dormeur, dont le bruit arrivait jusqu'à lui. « Il paraît que nous trouverons ici ce que nous cherchons. » Aussitôt Orton, pensant que c'était son maître qui rentrait, alla au-devant de lui, et se trouva en face de 5 hommes armés qui occupaient la première chambre. À la vue de ce visage sinistre, de ce Maurevel qu'on appelait le tueur de rois, le fidèle serviteur recula, et, se plaçant devant la seconde porte, « Qui êtes-vous » dit Orton. « Que voulez-vous » ?»« Au nom du roi, répondit Maurevel. « Où est ton maître » ?»« Mon maître ?»« Oui, le roi de Navarre. » « Le roi de Navarre n'est pas au logis, dit Orton en défendant plus que jamais la porte. Ainsi, vous ne pouvez pas entrer. Prétexte, mensonge, dit Maurevel. Allons, arrière. Les Béarnais sont entêtés. Celui-ci gronda comme un chien de ces montagnes, et sans se laisser intimider, vous n'entrerez pas, dit-il. Le roi est absent. Et il se cramponna à la porte. Maurevel fit un geste. Les 4 hommes s'emparèrent du récalcitrant, l'arrachant au chambranle auquel il se tenait cramponné, et, comme il ouvrait la bouche pour crier, Maurevel lui appliqua la main sur les lèvres. Orton mordit furieusement l'assassin, qui retira sa main avec un cri sourd, et frappa du pommeau de son épée le serviteur sur la tête. Orton chancela et tomba en criant « Alarme ! Alarme ! Alarme !» Sa voix expira. Il était évanoui. Les assassins passèrent sur son corps, puis 2 restèrent à cette seconde porte, et les 2 autres entrèrent dans la chambre à coucher, conduits par Maurevel. À la lueur de la lampe, brûlant sur la table de nuit, ils virent le lit. Les rideaux étaient fermés. « Oh oh !» dit le lieutenant, « il ne ronfle plus, ce me semble. »« Allons, su !» dit Maurevel. À cette voix, un cri rauque qui ressemblait plutôt au rugissement du lion qu'à des accents humains partit de dessous les rideaux qui s'ouvrirent violemment et un homme armé d'une cuirasse et le front couvert d'une de ces salades qui ensevelissaient la tête jusqu'aux yeux apparut assis, 2 pistolets à la main et son épée sur les genoux.
Maurevel n'eut pas plutôt aperçu cette figure et reconnut Demouy, qu'il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Il devint d'une pâleur affreuse. Sa bouche se remplit d'écume, et, comme s'il se fût trouvé en face d'un spectre, il fit un pas en arrière. Soudain, la figure armée se leva et fit en avant un pas égal à celui que Maurevel avait fait en arrière, de sorte que c'était celui qui était menacé qui semblait poursuivre, et celui qui menaçait qui semblait fuir. « Ah, scélérat !» dit Demouy d'une voix sourde. « Tu viens pour me tuer, comme tu as tué mon père !» Deux des sbires, c'est-à-dire ceux qui étaient entrés avec Maurevel dans la chambre du roi, entendirent seuls ces paroles terribles, mais en même temps qu'elles avaient été dites, le pistolet s'était abaissé à la hauteur du front de Maurevel. Maurevel se jeta à genoux au moment où Demouy appuyait le doigt sur la détente. Le coup partit, et un des gardes qui se trouvait derrière lui, et qui l'avait démasqué par ce mouvement, tomba frappé au cœur. Au même instant, Maurevel riposta, mais la balle alla s'aplatir sur la cuirasse de Demouy. Alors, prenant son élan, mesurant la distance, Demouy, d'un revers de sa large épée, fendit le crâne du deuxième garde et, se retournant vers Maurevel, engagea l'épée avec lui. Le combat fut terrible, mais court. À la 4e passe, Maurevel sentit dans sa gorge le froid de l'acier. Il poussa un cri étranglé, tomba en arrière et en tombant renversa la lampe qui s'éteignit. Aussitôt, Demouy, profitant de l'obscurité, vigoureux et agile comme un héros d'Homère, s'élança tête baissée vers l'antichambre, renversa un des gardes, repoussa l'autre, passa comme un éclair entre les sbires qui gardaient la porte extérieure, essuya 2 coups de pistolet dont les balles éraillèrent la muraille du corridor, et dès lors il fut sauvé, car un pistolet tout chargé lui restait encore, outre cette épée qui frappait de si terribles coups. Un instant, Demouy hésita pour savoir s'il devait fuir chez M. d'Alençon, dont il lui semblait que la porte venait de s'ouvrir, ou s'il devait essayer de sortir du Louvre. Il se décida pour ce dernier parti, reprit sa course d'abord ralentie, sauta 10 degrés d'un seul coup, parvint au guichet, prononça les 2 mots de passe et s'élança en criant « Allez là-haut, on y tue pour le compte du roi !» Et, profitant de la stupéfaction que ces paroles jointes au bruit des coups de pistolet avaient jeté dans le poste, il gagna au pied et disparut dans la rue du Coq sans avoir reçu une égratignure. C'était en ce moment que Catherine avait arrêté son capitaine des gardes en disant « Demeurez, j'irai voir moi-même ce qui se passe là-bas. »« Mais, madame, répondit le capitaine, le danger que pourrait courir votre majesté m'ordonne de la suivre. »« Restez, monsieur, dit Catherine d'un ton plus impérieux encore que la première fois. Restez. Il y a autour des rois une protection plus puissante que l'épée humaine. » Le capitaine demeura. Alors Catherine prit une lampe, passa ses pieds nus dans des mules de velours, sortit de sa chambre, gagna le corridor encore plein de fumée, s'avança impassible et froide comme une ombre, vers l'appartement du roi de Navarre. Tout était redevenu silencieux. Catherine arriva à la porte d'entrée, en franchit le seuil, et vit d'abord dans l'antichambre Orton évanoui. « Ah ah !» dit-elle, « voici toujours le laquais. Plus loin, sans doute, nous allons trouver le maître. » Et elle franchit la seconde porte. Là, son pied heurta un cadavre. Elle abaissa sa lampe. C'était celui du garde qui avait eu la tête fendue. Il était complètement mort. 3 pas plus loin était le lieutenant frappé d'une balle et râlant le dernier soupir. Enfin, devant le lit, un homme qui, la tête pâle comme celle d'un mort, perdant son sang par une double blessure qui lui traversait le cou, raidissant ses mains crispées, essayait de se relever. C'était Maurevel. Un frisson passa dans les veines de Catherine. Elle vit le lit désert, elle regarda tout autour de la chambre et chercha en vain parmi ces 3 hommes couchés dans leur sang le cadavre qu'elle espérait. Maurevel reconnut Catherine. Ses yeux se dilatèrent horriblement et il tendit vers elle un geste désespéré. « Eh bien, dit-elle à demi-voix,
Où est-il? Qu'est-il devenu? Malheureux, l'auriez-vous laissé échapper? Maurevel essaya d'articuler quelques paroles, mais un sifflement inintelligible sortit seul de sa blessure. Une écume rougeâtre frangea ses lèvres, et il secoua la tête en signe d'impuissance et de douleur. « Mais parle donc !» s'écria Catherine. « Parle donc ! Ne fût-ce que pour me dire un seul mot !» Maurevel montra sa blessure et fit entendre de nouveau quelques sons inarticulés, tenta un effort qui n'aboutit qu'à un rauque râlement et s'évanouit. Catherine alors regarda autour d'elle. Elle n'était entourée que de cadavres et de mourants. Le sang coulait à flots par la chambre et un silence de mort planait sur toute cette scène. Encore une fois, elle adressa la parole à Maurevel, mais sans le réveiller. Cette fois, il demeura non seulement muet, mais immobile. Un papier sortait de son pourpoint, c'était l'ordre d'arrestation signé du roi. Catherine s'en saisit et le cacha dans sa poitrine. En ce moment, Catherine entendit derrière elle un léger froissement de parquet. Elle se retourna et vit, debout, à la porte de la chambre, le duc d'Alençon, que le bruit avait attiré malgré lui, et que le spectacle qu'il avait sous les yeux fascinait. « Vous, ici ?» dit-elle. « Oui, madame. »« Que se passe-t-il donc, mon Dieu ?» demanda le duc. « Retournez chez vous, François, et vous apprendrez assez tôt la nouvelle. » D'Alençon n'était pas aussi ignorant de l'aventure que Catherine le supposait. Au premier pas retentissant dans le corridor, il avait écouté. Voyant entrer des hommes chez le roi de Navarre, il avait, en rapprochant ce fait des paroles de Catherine, deviné ce qui allait se passer, et s'était applaudi de voir un ami si dangereux détruit par une main plus forte que la sienne. Bientôt, des coups de feu, les pas rapides d'un fugitif, avaient attiré son attention, et il avait vu dans l'espace lumineux projeté par l'ouverture de la porte de l'escalier disparaître un manteau rouge qui lui était par trop familier pour qu'il ne le reconnût pas. « Demouy !» s'écria-t-il. « Demouy, chez mon beau-frère de Navarre !»« Mais non, c'est impossible. Serait-ce monsieur de la Mole ?» Alors l'inquiétude le gagna. Il se rappela que le jeune homme lui avait été recommandé par Marguerite elle-même, et voulant s'assurer si c'était lui qu'il venait de voir passer, il monta rapidement à la chambre des deux jeunes gens. Elle était vide, mais dans un coin de cette chambre, il trouva suspendu le fameux manteau cerise. Ses doutes avaient été fixés. Ce n'est donc pas la Mole, mais Demouy. La pâleur sur le front, tremblant que le Huguenot ne fût découvert et ne trahît les secrets de la conspiration, il s'était alors précipité vers le guichet du Louvre. Là, il avait appris que le manteau cerise s'était échappé sain et sauf, en annonçant qu'on tuait dans le Louvre pour le compte du roi. « Il s'est trompé, » murmura d'Alençon. « C'est pour le compte de la reine-mère. » Et, revenant vers le théâtre du combat, il trouva Catherine errant comme une hyène parmi les morts. À l'ordre que lui donna sa mère, le jeune homme rentra chez lui, affectant le calme et l'obéissance, malgré les idées tumultueuses qui agitaient son esprit. Catherine, désespérée de voir cette nouvelle tentative échouer, appela son capitaine des gardes, fit enlever les corps, commanda que Maurevel, qui n'était que blessé, fût reporté chez lui, et ordonna qu'on ne réveillât point le roi. « Oh !» murmura-t-elle en rentrant dans son appartement, la tête inclinée sur sa poitrine. « Il a échappé cette fois encore. La main de Dieu est étendue sur cet homme. Il régnera, il régnera !» Puis, comme elle ouvrait la porte de sa chambre, elle passa la main sur son front et se composa un sourire banal. « Qu'y avait-il donc, madame ?» demandèrent tous les assistants, à l'exception de madame de Sauve, trop effrayée pour faire des questions. « Rien, » répondit Catherine. « Du bruit, voilà tout. »« Oh !» s'écria tout à coup madame de Sauve, en indiquant du doigt le passage de Catherine. « Votre Majesté dit qu'il n'y a rien, et chacun de ses pas laisse une trace sur le tapis. » Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire ou partager.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour une nouvelle écoute.